à présent ici pour cette première université d'été du revenu de base. Alors, je vais expliquer rapidement comment va se dérouler la plénière. En fait, elle va se faire en deux temps, en fait en plusieurs temps, mais en deux parties d'abord. Et cette première partie en deux temps, dans laquelle nous allons dialoguer avec Étienne. Nous allons dialoguer aussi, mais nous allons dialoguer aussi avec Étienne sur ses idées et sur voilà l'articulation ou les enjeux du revenu de base et de la démocratie. Donc voilà, on est très heureux de t'accueillir. Moi, je suis heureux, honoré et même un peu non, pas ému, pas encore, mais un peu intimidé peut-être. Donc voilà, je vais présenter Étienne. Alors rapidement, hein, Étienne, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'en doute, mais c'est un citoyen qui s'était engagé au début, enfin il s'est fait connaître en s'engageant contre le traité constitutionnel en 2005. Le traité anticonstitutionnel, tu as le micro, hein. Tu peux déjà réagir si tu le souhaites. Et donc qui a développé par la suite une réflexion autour de la critique de la démocratie représentative, dans le sens où elle, tu me corrigeras si je me trompe, dans le sens où elle dépossède les individus de leur pouvoir de décider d'eux-mêmes de leur destin. Je résume, hein, sous prétexte que nos politiques seraient plus compétents que nous pour nous dire ce qui est bon pour nous, en gros. Donc, à mon sens, cette critique-là rejoint la problématique ou une des problématiques qu'on peut retrouver autour du revenu de base, dans le sens où, dans la mesure où les individus, on peut considérer que les individus sont dépossédés, aliénés dans le rapport salarial. Hein, ils sont dépossédés, aliénés dans le rapport salarial, et ce doublement. D'une part parce que, bon, comme le disait Marx, hein, on est libre d'accepter un emploi. Bon, je ne sais pas si c'est une vraie liberté, dès lors qu'on est contraint par la subsistance d'accepter n'importe quel emploi. Et d'une autre part, parce que dans l'emploi, comme le disait André Gorz, on ne maîtrise pas ni l'outil, ni la finalité, ce qui globalement fait perdre un peu le sens du travail. Hein. Gorz reprenait un peu Marx quand il disait que le système capitaliste opérait une abstraction du travail, c'est-à-dire qu'il le réduisait à une chose, quelque chose qui peut être échangé sur un marché. Voilà. Avec une soi-disant négociation, mais dont le rapport de force penche plutôt d'un côté que de l'autre. Voilà, donc moi je te pose déjà une première question. Alors tout d'abord, je précise que, je précisais voilà, sur le déroulement, on aura 45 minutes. Donc on va d'abord dialoguer avec Étienne. Et ensuite, on fera un dialogue, des questions-réponses avec le public. Voilà. Le tout en 45 minutes. Ne vous inquiétez pas, c'est très court, certes, et c'est très court pour Étienne aussi pour exprimer ses idées, mais sachez que demain, d'une part, il y a un atelier qui sera animé par Étienne, il vous en dira plus dans un instant. Et il y aura Étienne sera interviewé au Cube, il me semble, après la plénière. Voilà. Ok, donc j'en reviens à la question multiple que j'allais te poser. Alors déjà, que penses-tu du parallèle que je viens de faire entre l'aliénation politique, on va dire entre guillemets, et l'aliénation économique, donc la critique que tu fais de la démocratie représentative et la critique qu'on peut faire à travers le revenu de base du rapport à l'emploi, du rapport au travail, du rapport salarial. Et donc que penses-tu de ce parallèle que je fais? Que penses-tu du revenu de base, hein, de l'idée de revenu de base, et que proposes-tu par rapport à ça? Alors, bonjour à tous. Moi, je ne suis pas un spécialiste du revenu de base, je m'y intéresse comme tout le monde devrait s'y intéresser, et je m'intéresse aussi à toutes les solutions, toutes les propositions, toutes les initiatives, toutes les théories qui
qui ambitionne d'émanciper les citoyens en distribuant de façon inconditionnelle et à vie une somme monétaire, un nombre d'unités monétaires suffisant pour échapper au maître chanteur de l'emploi et de la dette. Comme dit, j'aime bien ces mots de Friot qui synthétisent la situation dans laquelle nous sommes en termes de chantage et de maître chanteur. Donc, moi j'aime bien la solution de Friot, dont on dira peut-être un mot, qui est politiquement plus complète que le revenu de base, plus compliqué à comprendre, mais aussi plus complète, et avec une émancipation politique plus robuste, je trouve. Mais vraiment, toutes les théories m'intéressent. J'ai pas encore tranché. Je cherche qu'est-ce qui sera le plus intéressant. De toute façon, je pense que c'est à nous d'en discuter et de trancher. Mais alors, ma spécificité dans cette réflexion sur le revenu de base, c'est dans mon esprit d'insister sur le fait que, compte tenu du fait que le revenu de base va nous émanciper du chantage central du capitalisme mis en place depuis 200 ans. Il me semble avoir compris que ce qui s'est passé depuis 200 ans, c'est que les marchands qui étaient dominés sous l'Ancien Régime, qui avaient au-dessus d'eux un prince, la monarchie absolue, et un clergé puissant, et toute une noblesse avec une propriété immobilière. Ces marchands, cette puissance, cette fortune mobilière qui était montante, s'est émancipée et a pris le pouvoir en nous manipulant, en se servant du peuple pour faire les basses besognes et la guerre et les morts, et a pris le pouvoir. Ce qui s'est passé à la Révolution française, il faut lire Guillemin, notamment, mais pas seulement. Ce qui s'est passé, c'est que les marchands ont pris le contrôle, donc les puissances économiques, ont pris quelque chose qu'elles n'avaient pas, qui est le pouvoir politique. Alors, ils avaient de l'influence, ils avaient une puissance, mais ils n'avaient pas la maîtrise du politique. Et ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, Révolution française et tout au long du XIXe siècle, les marchands se sont mis à écrire les constitutions. Alors, on discutera peut-être, si vous voulez, sur le fait que c'est décisif ou pas. Moi, je trouve que c'est absolument décisif. Du jour où ils se sont donné le moyen de dire « la loi sera écrite comme ça », les acteurs politiques qui écrivent la loi seront désignés comme ça, en sachant bien, et Guillemin nous explique comment ils s'en parlaient entre eux en disant « c'est facile d'avoir la majorité, et une fois qu'on a la majorité, on ne peut plus contester. On peut contester un pouvoir absolu, il y a des tas de gens qui se lèvent pour la liberté, pour contester un pouvoir absolu, mais la volonté nationale, désignée par le suffrage universel, on ne peut pas contester. » Et ils se disaient le mot entre eux, je vous rappelle, ce que dit Guillemin, c'est que c'est une assemblée de 600 royalistes qui a mis en place la Troisième République. La République est en fait une réprimée, une appropriation par les banquiers de la chose publique et de l'autorité publique et du contrôle de la force de l'armée, de la police. C'est un groupe de royalistes qui avaient bien compris que c'était un bien meilleur moyen d'assurer le conservatisme social, de mettre en place le suffrage universel que la royauté. Et donc, ce que nous vivons depuis 200 ans, ce qu'on appelle trop gentiment le capitalisme, je pense, trouve sa puissance dans la confiscation par des puissances économiques, par les plus riches du moment, la confiscation du pouvoir politique. Et c'est ça qui leur permet qui déboutonne leur hubris, leur démesure, c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de limite, puisqu'ils sont capables d'écrire eux-mêmes ou de faire écrire par leurs marionnettes le droit qui les rend tout puissants et de plus en plus puissants. Alors ils écrivent les personnalités morales, la possibilité pour les entreprises d'acheter d'autres entreprises, puis la liberté de circulation des capitaux, et de proche en proche, les États sont en train de disparaître au profit de ce qu'ils appellent une gouvernance mondiale. Tout ça est lié au fait, à mon avis, que les marchands ont très bien compris ce qu'ils avaient à gagner, à prendre le contrôle de la création monétaire et de l'écriture des lois, et que nous les avons laissés faire. Donc je ne dis pas que c'est la faute des affreux qui nous gouvernent, je dis que c'est notre faute à nous qui les laissons faire en démissionnant du processus constituant. Alors, dans ce contexte-là, le revenu de base, c'est une bombe atomique pour les capitalistes. Parce que si on arrive à instituer, on imagine une société avec un revenu de base, les termes du chantage s'effondrent. Puisque pour l'instant, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est, alors volontairement ou pas, peu importe, la situation actuelle, c'est notre dépendance à la monnaie.
nous ne sommes plus capables de cultiver nous-mêmes notre terre, nous n'avons même pas la propriété de la terre, nous ne sommes plus autosuffisants, nous avons besoin de signes monétaires pour vivre, littéralement, et cette monnaie est rare, et les plus riches se sont mis en situation d'être les seuls pourvoyeurs de monnaie. Les employeurs sont les distributeurs de monnaie. Nous sommes donc dépendants, et dans une situation de rareté, les termes du chantage sont posés, et ça permet de faire exécuter les plus viles besognes, les travaux les plus dangereux, les travaux les plus critiquables, par un chantage. Le revenu de base permet de nous, le revenu de base, ou le salaire à vie, ou le dividende universel, ou, etc., hein, la solvabilisation inconditionnelle de la demande, quel que soit le nom qu'on lui donne, quelles que soient les modalités de financement qu'on trouve, détruisent littéralement les termes du chantage, et donc nous émanciperait littéralement du chantage économique rendu possible par la prise de contrôle politique. Mais dans ce contexte-là, j'attire votre attention sur le fait que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, les professionnels de la politique, les élus, et les ministres, et disons les élus, sont précisément ceux qui ont, alors ce sont les héritiers, mais ce sont ceux qui ont mis en place ce chantage et puis qui le verrouillent aujourd'hui, qui le font perdurer. Alors donc ça me paraît totalement illusoire d'imaginer qu'en leur demandant le revenu de base, et c'est pareil avec le référendum d'initiative populaire, on l'aura, si on s'y prend comme ça, on l'aura jamais. Voilà, ils ne nous le donneront jamais. Ça ferait disparaître ce qu'ils construisent patiemment et ce qu'ils verrouillent consciencieusement depuis 2 siècles. Donc la liberté, ça ne se demande pas. Nous ne serons pas émancipés par nos maîtres. Ça n'arrivera pas. Il me semble, c'est ma façon de prendre les choses, je pense que on n'obtiendra rien en demandant notre émancipation aux élus. Pour l'instant, nous n'avons pas de constitution. Ce qu'ils appellent une constitution, c'est une anti-constitution, c'est une prison politique dans laquelle nous n'avons aucun pouvoir de résister aux abus divers et aux différentes injustices. Donc ça, c'est le contraire d'une constitution. Une constitution devrait instituer notre puissance et nous protéger contre les abus de pouvoir. Il se trouve que nous laissons, dans tous les pays, à toutes les époques, pour l'instant, nous laissons écrire ces constitutions. Idée géniale, nous la laissons complètement sabotée par le fait que nous les laissons écrire par les hommes au pouvoir, les professionnels de la politique qui devraient craindre cette constitution. Donc, à mon avis, tout est là. Et pas seulement sur le revenu de base, aussi sur le référendum d'initiative populaire et toutes les puissances populaires. Donc, il me semble que si on veut une constitution, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes. Et de la même manière, sur le revenu de base, il faut que si on veut un revenu de base, ou un salaire à vie, ou un dividende universel sur la base de la TRM, de Stéphane Laborde, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes. Les députés ne nous donneront jamais ça. Donc, c'est ce qui m'amène, et je trouve ça super ce qui va se passer demain. Demain matin, donc ce soir on n'a pas le temps, mais demain matin, on fait un atelier constituant. J'en fais plein des ateliers constituants. Il y en avait un à Bordeaux, hier on était 300, à minuit on était encore 180 à écrire, il y a une énergie là, c'est épatant. Et je vous propose, demain, vous venez de parler, là, vous êtes en train de parler du revenu de base, avec différentes options, différentes modalités. Je vous propose, je vous suggère, je vous invite, je vous attends demain à écrire, vraiment. On s'y colle, venez avec du papier, des crayons, on va se mettre en atelier, en groupe, et puis on mettra en commun ensuite pour savoir ce qu'on a écrit. Mais comment l'écririez-vous ? Vous pensez à cette émancipation du revenu de base, je pense que les élus ne nous la donneront jamais. Si nous la donnent, c'est que ce sera un faux. Alors, je sais que c'est un procès d'intention, hein, mais il me semble que si les élus qui aujourd'hui verrouillent le capitalisme nous donnent un revenu de base, ils vont nous donner comme ils l'ont fait vous savez, ils nous ont donné un référendum d'initiative populaire dans lequel l'initiative est parlementaire. Donc, comme ils nous ont donné les congés payés, par exemple. Non, ils nous ont pas donné les congés payés. C'est quand on est descendu 1 million dans la rue, avec une grève générale dans tout le pays, que les banquiers, le gouverneur de la Banque de France a donné l'ordre au Front populaire de dire « Ok, lâchez-la », alors que Blum avait promis
de ne pas lâcher sur les salaires. Blum avait promis, enfin c'est pas Blum, c'était Auriol, c'est son ministre des Finances, comme tous les ministres des Finances de la troisième, c'est Annie Lacroix-Ris qui explique ça. Comme tous les ministres des Finances, il fallait d'abord passer dans le bureau du gouverneur de la Banque de France pour promettre qu'on ne toucherait pas au salaire, parce que l'enjeu social du contrôle du politique, donc du contrôle du gouvernement représentatif, c'est les salaires, parce que les bas salaires, c'est les hauts profits. Et la guerre de l'Union européenne, c'est contre les salaires, hein, c'est la même qui continue. Et donc le Front populaire avait été élu sans pratique. Je crois qu'il n'y avait pas une seule promesse sociale dans le Front populaire. Il y avait des promesses antifascistes, mais il n'y avait pas de promesse sociale. Et c'est par contre, il y avait une revendication, une aspiration, une exigence sociale avec un peuple qui est descendu dans leur disant. Quand ils ont vu qu'ils avaient élu le Front populaire, ils se sont dit, eux, ils ne vont pas nous envoyer l'armée. Si on fait grève, et ils se sont mis en grève, occupation des usines, et là, les banquiers, les industriels, ils ont eu peur, et ils ont lâché les congés payés, le SMIC, etc. Et donc, c'est pas des élus qui ont donné ça, c'est les élus qui ne pouvaient pas faire autrement parce que nous étions vindicatifs en lutte et prenant notre liberté, exigeant plutôt que simplement quémandant auprès de nos élus. Donc voilà, donc si demain vous avez le temps, vous allez voir je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais un atelier constituant, c'est excitant au possible. C'est incroyable ce que ça libère d'écrire nous-mêmes notre puissance politique. Là, quand on s'aperçoit, mais il faut le faire, il faut écrire. Au moment où vous êtes en train d'écrire, vous vous apercevez que mais c'est simple, mais il suffirait de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose à quoi j'ai jamais pensé, je ne savais même pas que j'avais compris la Constitution, en gros, ça sert à organiser les pouvoirs. Je n'avais pas compris que ça me servait à me protéger et que pour que ça me protège, il faut que je l'écrive moi. Moi ou mon semblable qui n'aspire pas au pouvoir, mais qui a peur des abus de pouvoir comme moi, il faut que ce soit nous qui soyons prêts, et donc il faut s'entraîner à écrire nous-mêmes ces règles de protection. Et bien sur le revenu de base, à mon avis, c'est la même, ça passera par la même procédure. Il faut que ce soit nous qui l'écrivions. Alors, moi, j'ai pas besoin d'écrire le revenu de base. Si c'est toi qui l'écris ou toi, peu importe. Il faut que ce soit des gens qui n'ont pas un intérêt contraire à l'un général qui le fassent. Et ça suffira. Mais par contre, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on se soit entraîné comme on s'entraîne à un match de foot. Si aujourd'hui il y avait une insurrection, ça peut être comme en Tunisie, on ne serait pas prêt du tout. Et on élirait l'Assemblée constituante parmi des professionnels de la politique et on aurait à nouveau des gens qui instituent notre impuissance et leur puissance. Je suggère que nous nous entraînions à écrire la société que nous voulons, que nous nous entraînions, mais concrètement, en écrivant vraiment des règles. Donc si Frédéric Bosquet pouvait venir demain, si les pointures du revenu de base pouvaient venir, ceux qui ont bien posé sur la question, si Stéphane, je crois qu'il a un concours d'échecs malheureusement, mais si les gens qui ont bien bossé sur le revenu de base, qui savent bien les pièges qu'il faut éviter, le niveau en dessous duquel il ne faut pas baisser, parce que si on met un revenu de base trop bas, mais le chantage continue et finalement ça devient une aubaine pour les employeurs parce qu'ils peuvent verser moins de salaire puisque finalement revenu de base plus ce micro-salaire, ça suffit pour survivre. Si tu ne prends pas ça, tu retournes au chômage. Les termes du chantage continuent s'il n'y a pas un niveau minimum. Et ça, ceux qui bossent sur le revenu de base, ils le savent bien. Et donc quand ils vont l'écrire dans la Constitution, dans leurs projets de Constitution, dans leurs articles. Et la façon dont vous allez l'écrire m'intéresse au plus haut point, moi. Donc, je m'arrête, je suis trop long, excusez-moi. J'essaye de faire court, je parle vite parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, je ne sais pas comment ça va se passer ensuite. Merci. Ok, donc je vais essayer de... Non. En fait, ce qui est difficile pour moi, c'est que j'adhère à beaucoup de tes idées, donc c'est difficile de te challenger. Et en plus, voilà, j'ai pas ton érudition en histoire, et donc j'ai essayé de revenir sur des choses un peu plus concrètes par rapport au revenu de base. Donc déjà, je vais te poser des questions. Enfin, si je comprends bien déjà, toi tu penses que on ne pourra pas influencer ou faire en sorte que les politiques mettent en place le revenu de base ou une autre politique, parce que déjà c'est pas dans leur intérêt de perdre du pouvoir, parce qu'ils sont chapeautés par le pouvoir économique. En fait, c'est plutôt parce qu'ils sont chapeautés par le pouvoir économique qu'ils vont être, voilà, on va pas les laisser mettre en place le revenu de base. Ça pose des questions. Déjà, ça pose des questions. Je suis d'accord avec le fait que la démocratie représentative est imparfaite. Moi, j'entends parfaitement imparfaite, pardon. Ah oui, ok. Mais par contre, déjà, je te pose une question. Pourquoi les politiques accepteraient que les citoyens réécrivent la Constitution? D'accord. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Ouais. Ok, donc ça c'est une question. Oui. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc il n'y a pas plus de raison qu'ils acceptent de mettre en place un revenu de base qu'ils acceptent qu'on réécrive une Constitution. En même temps, moi j'ai l'impression que je vais aller plus vite. Donc
tu penses qu'il est possible, il existe l'éventualité qu'à travers une insurrection, un soulèvement, on contraint nos dirigeants de nous laisser rédiger la Constitution à travers une assemblée citoyenne. Moi, là aussi, je suis un peu sceptique, donc j'ai demandé de clarifier. Et après, je vais renvoyer la question plus loin, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes comme Stéphane Laborde qui défendent un revenu de base sous forme de création monétaire, oui, après, c'est plus compliqué que ça, mais ce qui reviendrait, grosso modo, quand même, à retirer le monopole de la création monétaire, le monopole privé par les banques de la création monétaire. Ça, il y a quand même des intérêts, et pas des moindres, derrière. Hein, pas des moindres comme les intérêts qu'il y a derrière le pouvoir politique. Donc ça aussi, ça pose des questions de ok, mais comment on fait quoi, enfin, comment on y va et c'est pareil pour le monopole de la décision publique. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas est-ce qu'on ne pourrait pas insérer ces idées d'assemblée constituante, toutes les alternatives concrètes qui existent, l'idée du revenu de base, pour faire déjà penser l'émancipation et aussi essayer de chercher à voir comment on peut s'en rapprocher. Parce qu'il ne faut pas le nier, on est quand même dans un système qui est assez rigide. Hein, et d'autant plus rigide que cette prison dont tu parles, elle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi mentale. Ok. Frédéric Lordon a une formule, il dit, et que j'aime bien, il dit on n'a jamais vu un système de domination rendre spontanément les clés. Ça ne se passera pas comme ça. Donc ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui ne le rendront pas spontanément, ça ne se passera pas comme ça. Il y a deux scénarios imaginables raisonnablement pour changer les choses. Le premier, celui de l'élection de quelqu'un qui serait honnête et qui déclencherait avec les pouvoirs du président de la République, déclencherait un processus constituant populaire, avec toute la puissance qu'il a en tant que président de la République française, avec cette anti-constitution incroyable qu'est la Constitution de 58, qui est littéralement monarchique. Il aurait le pouvoir, si nous élisions un bonhomme honnête et qu'il le fasse, il aurait le pouvoir de déclencher ce processus constituant et puis de s'en aller après, une fois le référendum effectué. Le problème, c'est que si cette situation se présente et devient possible, ce gars-là sera évidemment, ou cette fille sera assassinée, littéralement. Enfin, ils l'ont fait pour beaucoup moins que ça. Je veux dire, à chaque fois que quelqu'un est assassinable et en position de changer le système, il est juste assassiné, ou voilà, il y a un accident. Donc, à mon avis, ça ne peut pas arriver comme ça. Pour cette raison, c'est parce qu'il se fera éliminer. Autre possibilité, à la tunisienne, le problème des Tunisiens, les Tunisiens se sont révoltés, sont morts c'était compliqué pour se débarrasser de tyrans, mais ils n'avaient pas fait d'atelier constituant. Donc en fait, ils étaient complètement, ils étaient de bonne volonté, décidés à renverser le régime tyrannique. Ils l'ont fait, et au moment d'instituer une nouvelle société, un nouveau contrat social, n'étant pas entraînés à le faire, n'ayant pas réfléchi sous cet angle-là, ils ont fait deux erreurs majeures. Ils ont élu leur assemblée constituante parmi les candidats, des gens qui voulaient le pouvoir, alors qu'on sait depuis Platon qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent, évidemment. Et ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux au lieu de surveiller le processus constituant, de vérifier que tout se passe bien et de protester quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, avec ces deux erreurs, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Mais c'est comme partout ailleurs. Ce sera pareil aujourd'hui. Si on s'insurge aujourd'hui, c'est ça qui se passera, puisque les gens ne sont pas prêts, parce qu'on n'est pas assez entraînés. Il faut que ça commence, il faut qu'on soit entraîné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les constituants tunisiens se sont mis à huis clos. Ils ont doublé ou triplé leur salaire. Ils se sont votés une immunité judiciaire. Et puis ils ont commencé à recevoir les banquiers en secret, quoi, hein, la totale. Bon. Et puis ils ont même parlé de ne pas soumettre au référendum la constitution qu'ils étaient en train, enfin des oligarques, quoi, des oligarques, des voleurs de pouvoir, absolument. Mais ça s'est passé, pourquoi? Parce que les Tunisiens ont laissé faire. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, et c'est ça l'idée que je cherche à défendre, à faire grandir parmi nous, c'est que tant qu'on dit c'est la faute des autres, c'est la faute des affreux, c'est la faute des voleurs de pouvoir, c'est complètement désespérant. Ça ne pourra pas changer. Si on attend que ces gens-là deviennent vertueux, ça n'arrivera pas. Par contre, en analysant la vraie causalité de ce truc, je trouve la cause en moi, en disant c'est parce que je suis inculte, peureux, c'est parce que je suis j'ai un complexe d'infériorité, je crois que je ne vais pas y arriver. Si c'est en moi, en fait, c'est parce que je n'y ai pas pensé, parce que j'étais pas au courant, on m'en avait jamais parlé, j'avais jamais eu l'idée. Donc, si c'est simplement une question de conscience individuelle à grande échelle, là, mais là, on a une solution. On a un truc sur quoi on a prise
Et c'est pas théorique ce que je vous dis, hein, c'est pas une idée, c'est très concret et c'est une vraie prise parce que sur le reste on n'a pas de prise. Tout est verrouillé pour qu'on n'ait pas de prise. Les institutions là, nos institutions, c'est des anti-constitutions dans lesquelles nous n'avons aucun pouvoir politique. Le seul truc, mais c'est même pas un pouvoir, c'est le droit qu'on nous laisse et qu'on appelle pompeusement suffrage universel, en nous appelant fallacieusement souverain, on nous laisse le droit de désigner nos maîtres. Des gens qui vont tout décider à notre place. Hein. Dites-moi si j'exagère, hein, mais j'ai jamais écrit une loi. Il n'y a aucune chance pour que vous écriviez une loi et même pour que vous la votiez. Ces gens-là vont tout décider à notre place. Donc nous avons le seul pouvoir, entre guillemets, c'est pas un pouvoir, qu'on nous laisse, c'est de désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis. Donc vous avez le choix entre crapule A, crapule B, crapule C, et même en cas d'abus de pouvoir, comme par exemple, imaginez qu'il y a un référendum auquel nous dirions massivement non, 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 on ne veut pas. Et même dans le cas hypothétique où les parlementaires décideraient, ben si, ce sera quand même dans ce cas-là, on n'a pas le moyen de résister. Donc véritablement, on est dans des prisons politiques qu'ils appellent constitution. Mais ça ne marche que parce que nous sommes un culte. Ça ne marche que parce que nous jouons le jeu. Ça ne marche parce que nous appelons démocratie cette antidémocratie, nous appelons constitution ces anticonstitutions, nous appelons suffrage universel ce qui est un anti-suffrage universel. Un vrai suffrage universel, c'est nous qui votons nos lois. Un suffrage universel, c'est nous qui votons nos lois, pas nous qui votons nos maîtres. C'est une escroquerie, le suffrage universel imposé par Sieyès et la bande des thermidoriens, là, c'est les voltairiens, donc toute la clique des Girondins, et ensuite des Versaillais, des massacreurs de la Commune, c'est tous les mêmes, là. Hein. Le faux suffrage universel inventé par ces crapules, c'est une escroquerie, mais ça ne marche que parce qu'on joue le jeu. Hein, c'est parce que nous appelons suffrage universel ce truc qu'on n'arrive pas à vouloir un vrai suffrage universel dans lequel, commune par commune, nous voterions nos lois. Donc, si les Tunisiens avaient fait des ateliers constituants, il me semble, s'ils avaient été des millions, un peu comme... Vous avez vu ces manifestations qu'il y a eu en Égypte? Là, ce n'est pas des manifestations, ils étaient tous dehors, absolument tous dehors, des millions, des nuées de gens, tout le monde était dehors. Mais là, la police, elle ne tire pas là-dessus, non, non, c'est pas vrai. Si on est des millions et des milliards, si c'est international, si on le fait dans tous les pays, et qu'on réclame, on veut écrire nous-mêmes la Constitution. On arrête de dire on se bat contre le nucléaire, on se bat contre la finance, on se bat contre l'injustice dans l'entreprise, on arrête de se disperser sur les conséquences et on se concentre sur la cause, notre impuissance politique. On dit partout sur Terre, les peuples, les gens qui ne veulent pas le pouvoir, mais on veut écrire nous-mêmes les règles du pouvoir. On ne veut pas le pouvoir, on veut écrire les règles qui nous permettront de contrôler le pouvoir et de garder l'initiative. Si on se concentre là-dessus en disant on ne veut plus élire l'Assemblée constituante, et quand ça pète, on descend à des millions dans la rue, mais des millions, tout le monde, quoi, hein, tout le monde. Je pense que là, c'est les conditions d'une insurrection qui feront que ce ne sera pas violent parce qu'on est très nombreux. Quand c'est violent, c'est parce qu'on n'est pas nombreux et qu'on veut imposer quelque chose. Là, on n'impose rien, on est nombreux à vouloir et on a polarisé nos... Vous voyez, pour l'instant, on est des volontés innombrables, très diverses, qui partent dans tous les sens, et c'est ça qui fait notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est notre nombre, parce que nous ne sommes pas axés, on n'est pas polarisés, on n'est pas orientés. L'idée de chercher la cause des causes, c'est pas... il faut que je ralentisse, mais on caricature ce que je dis en disant la cause des causes, c'est de la magie, il n'y a évidemment pas qu'une cause. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une cause, je dis qu'il y a évidemment, je sais bien qu'il y a plein de causes. Simplement, elles ne sont pas équivalentes, les causes. Il y a des causes importantes et des causes moins importantes. Puis il y a des causes premières et des causes secondes. Il y a des causes qui entraînent d'autres causes, qui entraînent d'autres causes. Et bien, si on cherche dans les causes une cause, il y en a peut-être plusieurs, ok, mais si on en trouve une qui est bien en amont et bien importante, et bien si on agit là-dessus, on a beaucoup plus de chances de changer les choses que si on s'en prend à n'importe quelle conséquence, et encore plus si on se prend à toutes les conséquences à la fois. Donc le revenu de base, à mon avis, c'est absolument essentiel. On ne nous le donnera pas, il faut qu'on l'écrive nous. Et pour qu'on l'écrive, il faut qu'on s'entraîne, comme on s'entraîne avant un match de foot, et puis qu'on arrête de complexer sur le processus constituant en disant mais on n'y arrivera pas, on n'est pas compétent. Vous allez voir, il y a des tas de juristes, des spécialistes de droit constitutionnel qui vont vous dire mais Schwartz c'est un démagogue, regardez ce qu'ils écrivent, c'est dérisoire, ils font plein d'erreurs. Oui, on fait plein d'erreurs, mais c'est parce qu'on est débutant, on commence. Mais des erreurs, on va en faire de moins en moins, et de toute façon, c'est notre problème. Voilà, nous on veut des incompétents qui écrivent la Constitution parce que s'ils sont incompétents et honnêtes, c'est beaucoup moins dangereux que s'ils sont compétents et malhonnêtes. Voilà. Donc... Merci. Je pense que comme l'Assemblée, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que c'est ce que tu appelles un peu, ce que tu appelles l'amateurisme politique. C'est-à-dire le fait que personne d'autre que moi peut savoir ce qui est bon pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il n'y a pas de raison que je délègue ou que quelqu'un me confisque la capacité de décider de ce qui est bon pour moi.
Voilà, c'est comme ça qu'on nous met sous tutelle, on nous infantilise, on nous fait croire qu'on est expert, qu'on est, voilà, c'est la professionnalisation du politique. Ça a été étudié, voilà, pendant très longtemps dans les sciences politiques. Alors, oui, on va poser des questions. Ben, c'est ce qu'on va avoir. Alors, je voudrais juste, voilà, donc, pourquoi, moi, je voulais juste, enfin, je vais pas te poser la question à toi, je poserai la question en général. Mais tu as dit, on joue le jeu, mais pourquoi on joue le jeu en fait? Ah, mais c'est l'école républicaine qui fait ça, hein. Et moi-même, j'y ai participé. En partie, oui. Ouais, en partie, oui. Mais qu'est-ce qui. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Enfin, bon, je vais pas faire mon marxien, mais il y a beaucoup de ce qui sous-tend ça, c'est la contrainte qu'on a sur nos choix de vie du fait, justement, de notre soumission, et oui, notre soumission au rapport salarial. Je dis pas qu'on a, si, bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de se poser la question d'un revenu de base ou de l'écologie ou de quoi que ce soit. Il faut qu'ils aillent travailler leur 8 heures, 10 heures par jour pour ramener à bouffer à la maison et la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est regarder la télé. Et regarde 3h30 de moyenne, hein, 3h45 voilà. Maintenant d'ailleurs, de moyenne mondiale devant la télé. Et moi, je ne regarde pas la télé, donc il y en a un qui regarde 7 heures. Hein. Donc, ils ont un peu de temps, ils pourraient prendre 1 heure. Non, c'est pas, enfin, du temps, je pense qu'on pourrait. Donc ça, on le comprend. Donc, pourquoi nous jouons le jeu? C'est plutôt le jeu qui nous joue, j'ai envie de dire. Et en fait, donc, à ce niveau-là, pour moi, le revenu de base, ça peut constituer, si ce n'est une manière de repenser les choses, parce que bon, on a discuté déjà ici de ce qui doit être suffisant ou pas, de qu'est-ce que ça implique, quels sont les enjeux, mais déjà, ça peut nous aider à penser ça, et que même si le simple fait de mettre en place un revenu de base qui soit universel, je ne vais pas parler de montant, je ne vais pas rentrer dans la polémique maintenant, mais ce simple fait peut déjà déclencher une décolonisation des imaginaires, c'est-à-dire que faire penser les gens qu'il y a d'autres formes on peut reconnaître d'autres formes d'activité en dehors de l'emploi qui créent de la richesse, etc. Donc voilà, pourquoi pas une voie douce vers une autre société qui inclurait le revenu de base, tout en s'organisant collectivement dans Terra. D'ailleurs, ça c'est une question que je voulais te poser, mais peut-être qu'on te la posera dans le public sur le mode de prise de décision à Terra. Donc voilà. Je crois que oui, on va faire un appel aux questions dans le public maintenant. S'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. On prend 2-3 questions affilées ou comment vous voulez faire? Une à la fois? Alors dans ce cas-là, essayez de faire des questions, de poser des questions concises et courtes. Allô, nous n'avons que 13 minutes. Je pense à un petit exemple récent qui s'est passé en Espagne. Les usines Coca-Cola ont décidé de fermer 3 usines en Espagne. Aussi sec sur Internet s'est développé un mouvement qui a dit boycottons Coca-Cola. Et c'est passé la chose suivante, c'est que Coca-Cola est revenu sur sa décision. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moyen Internet qui permettrait justement de faire un moyen Internet, de changer le système, si vous voulez? Ça me paraît... Je vais faire court. Si on arrive on le prend au mieux, on arrive à boycotter et à obtenir un changement de comportement d'une multinationale. Mais la multinationale perdure, les autres continuent à... que d'efforts pour, quand même, au regard de toutes les injustices et de toutes nos impuissances et des catastrophes qui se préparent, je trouve ça... Le prenez pas en mauvaise part, parce que c'est bien, mais en même temps c'est dérisoire, c'est trop peu de choses, quoi. Ça fait tant d'efforts. C'est compliqué de mobiliser les gens. Oui, très rapidement, on parlait... C'est quoi votre prénom? Pierre, c'est de voix douce ou de boycott. Je rappelle quand même que dans le code électoral, il existe le droit d'abstention et c'est exactement la voix douce et c'est dans 3 ans. C'est-à-dire qu'on sait faire, en tant qu'électeur, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour comprendre la règle du jeu et quand on joue à un jeu, donc on ne connaît pas les règles, on fait forcément avoir... Alors, il marche. Dans la Constitution de 1792, il n'y avait pas le droit aussi à la désobéissance civile? Est-ce que l'abstention est une voie douce? Alors, non. Excusez-moi, non, enfin, oui, c'est doux, mais justement, c'est trop doux. Pourquoi? Parce que dans nos anticonstitutions, et pas seulement chez nous, vous pensez bien que les voleurs de pouvoir ont fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de quorum. Il n'y a pas de quorum. Ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil de participation minimum qui permette de rendre illégitime
en cas de quorum non atteint, qui permettent de rendre illégitime l'élection. J'ai lu ce matin, alors je ne suis pas allé vérifier, je l'ai lu ce matin, qu'une élection vient d'avoir lieu où un maire a été élu à 97% d'abstention au premier tour et 85% d'abstention au deuxième tour. Ça pose absolument aucun problème. Il est élu, il est le chef de l'exécutif et tout va se passer exactement comme d'habitude. Ils vont vous regarder, ils vont venir vous voir à la télévision en disant, avec une mine d'enterrement, en disant c'est très grave pour la démocratie, la République, gna gna gna, le système est quand même gravement remis en cause, et patati et patata, et blablabli et blablabla, et en fait ils s'en tapent totalement, parce qu'ils savent bien qu'il n'y a pas de quorum, et que le pouvoir va être désigné et attribué et contrôlé rigoureusement de la même façon, qui est 5% d'abstention ou 95% d'abstention. Il faudrait qu'il y ait des institutions qui instituent donc un quorum pour que l'abstention ait un sens. D'autre part, l'abstention est quand même... même si on est vraiment honnête, c'est honnêtement que je vous dis ça, l'abstention est ambiguë. Il y a quand même, dans l'abstention, il y a tout qui est mélangé. Il y a quand même des gens qui s'en foutent totalement du système et dont le geste n'est pas interprétable. C'est pas comme le vote blanc. Le vote blanc, c'est un vote de protestation. C'est un vote où je me déplace, j'agis et je viens dire tout ce que vous me proposez est nul. Les gens que vous me proposez sont nuls ou la question que vous me posez est nulle. Et c'est un vote qui, s'il était majoritaire, il devrait annuler l'élection et on renvoie les candidats chez eux. Et ça, mais il n'y a pas d'institution pour ça. Les institutions, pour l'instant, mélangent les votes blancs, comme vous savez, avec les votes nuls. Et maintenant, ils nous présentent comme une conquête historique le fait que maintenant, ils comptent les votes blancs. Ils comptent les votes blancs sans leur donner aucune force contraignante, aucune conséquence. Ils nous prennent vraiment pour des billes. Mais nous sommes des billes, hein, parce que nous, en ne protestant pas et en disant bah oui c'est vrai, maintenant bon, ça progresse, ça va mieux, quoi. Hein, ça va pas mieux du tout. Ça a rigoureusement rien changé. On compte les votes blancs et ça n'a aucun effet. Donc je pense que l'abstention, vous devez être quelqu'un de très gentil, remarquez moi aussi, mais je pense que ça c'est trop gentil, quoi. Il faut qu'on trouve un truc qui soit un peu plus rude que ça quand même. Hein. Peut-être que vous voulez approfondir. Ouais. Bonjour Nicolas. Si. Moi, sur le thème revenu de base et démocratie, en fait, j'aurais envie d'aller vers la Suisse, où il me semble, j'espère que mes infos sont à jour, mais que justement, il va y avoir un référendum sur le revenu de base en Suisse. Donc, je pense qu'on est C'est quoi? Enfin, il va y avoir une votation, il me semble, sur le revenu de base. Et donc, finalement, ça contredit un petit peu le discours qui était de dire on n'aura pas de revenu de base sans une nouvelle constitution écrite par les citoyens. Or, on a en Suisse quelque chose de différent. Ah bah oui, on n'est pas en Suisse, hein. Ah ouais. Ah non, attends, la différence entre Suisse... Bah précisément, la différence entre la Suisse et nous, c'est qu'ils ont le référendum d'initiative populaire. Hein. Ah bah oui, non, bah, les Suisses peut-être, hein. Mais les Suisses, c'est la seule semi-démocratie, hein, parce qu'avec le référendum, vous ne réglez pas tous les problèmes. Hein. Pendant que les élus sont en train de vous trahir tous les jours sur des micro-décisions de rien, décret par décret, l'intérêt général est violenté au profit des entreprises, des banques et que sais-je, vous ne pouvez pas résister à ça par référendum, vous résistez aux gros trucs, c'est les grandes décisions que vous pouvez bloquer ou imposer par référendum. Donc c'est quand même un pis-aller, quoi. Hein. Le référendum d'initiative populaire, c'est très très important dans j'allais dire démocratie représentative, mais je fais attention, je ne dis plus du tout démocratie représentative, c'est oxymorique, il y a une contradiction dans les termes, et il ne faut pas entretenir ça, il ne faut pas appeler ça démocratie du tout. Dans un régime représentatif, le référendum d'initiative populaire est la sécurité minimum nécessaire pour empêcher les abus de pouvoir. Donc si nous décidons, parce qu'on pourrait très bien faire ça, hein, l'Assemblée constituante a peut-être décidé qu'on n'a pas du tout envie de voter nous-mêmes nos lois, on va mettre en place des représentants, simplement on va les contrôler. Et ils vont mettre sûrement un référendum d'initiative populaire qui est le minimum. Si vous mettez en place des représentants, donc des maîtres, bah vous faites attention pour être sûr que ce soit des bons maîtres, vous mettez en place tous les contrôles qui permettent de les virer quand ils sont des mauvais maîtres ou de leur imposer une décision quand ils ne veulent pas la prendre. Mais nous ne sommes pas en Suisse. Mais vous avez raison. Là, on voit bien, en Suisse, ils sont en train aussi de faire une initiative sur la monnaie pleine. C'est-à-dire sur le fait qu'il n'y a plus que l'État qui peut créer la monnaie et les banques ne peuvent plus, si cette initiative passe, les banques ne pourront plus créer la monnaie. Donc les banques vont devoir se comporter comme les instituts financiers, c'est-à-dire les établissements financiers, c'est-à-dire si je veux prêter de l'argent, il faut d'abord que je l'emprunte ou que je le trouve, que quelqu'un me le prête, l'épargne, et c'est cet argent-là que je... Donc la différence entre les banques et les établissements financiers, c'est ça. Hein, un établissement financier, ça doit se débrouiller pour trouver l'argent qu'il prête, alors qu'une banque, ça peut créer ex nihilo. Ça peut dire, bah, je vous fais confiance et donc je crée l'argent. Donc je vous écris à droite, moi, je développe pas. Okay. Je crois qu'il nous reste le temps. Une dernière pour question. Une question supplémentaire. On la prend vers le fond parce que c'est souvent le devant qui part.
Mais vous inquiétez pas, vous pourrez voir Étienne C'est Chouard, trop court. Hein. D'habitude, on a 6, 7, 8 heures, c'est quand même plus... demain et même après, autour d'un verre ou lors de l'interview. Alors, moi, j'aimerais te poser... Comment vous appelez? Fred, mais on s'est déjà vu à Montpellier. Ah oui, Montpellier, ouais. c'est loin. Alors moi, j'aimerais te poser la question, même si je pense connaître ta réponse. On aurait besoin d'une nouvelle constitution pour obtenir le revenu de base, mais en même temps, on conçoit l'utilité du revenu de base pour libérer le temps qui nous permettrait de nous intéresser à la politique, on va dire, de manière générale. Donc finalement, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en premier? Comment on pourrait faire pour... À mon avis, du temps, on en a. On a déjà les conditions économiques qui nous donnent du temps. Par contre, on est hypnotisé par la télé. Il va falloir récupérer un à un les voisins qui regardent la télé en leur disant « Viens, viens, on va écrire des articles ». Et c'est pas sexy. Dit comme ça, c'est pas sexy. Il faut qu'on arrive à trouver les mots qui font que c'est plus attrayant de venir écrire le contrôle des juges ou le contrôle des parlementaires ou le vrai référendum d'initiative populaire. Il faut trouver les mots qui vont faire qu'on arrive à emporter avec nous des gens qui pour l'instant sont complètement éteints politiquement et hypnotisés par la télé. Et comment on fait pour les entraîner et qu'on soit de plus en plus nombreux à muter, à nous transformer intimement, intérieurement d'électeurs constitués en citoyens constituants. Et cette mutation, elle se fait, je pense, alors moi, je suis désolé, je tourne en rond, j'ai l'impression de radoter, mais au moins c'est un cap. Hein. Il faut qu'on s'entraîne, voilà, le truc, et puis qu'on soit nombreux, donc il faut qu'on soit contagieux. Voilà. Donc il faut qu'on fasse des ateliers constituants. Il ne faut pas que ce soit un truc chouardesque ou chouardien. Il faut déchouardiser cette idée-là. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous débrouilliez sans moi. Il faut que vous arriviez à faire des ateliers constituants tout seul dans votre coin. Ça marche. Un atelier, c'est comme un peintre qui peint dans son atelier. Il est tout seul. Il n'a pas besoin d'être à plusieurs. Donc un atelier, c'est comme vous voulez. Quand vous êtes en train, au déjeuner, entre le travail que vous avez fait dans l'entreprise de matin et le travail que vous avez fait à midi, sur un coin de table, vous commencez à réfléchir sur mais à quel seuil je mets le référendum d'initiative populaire? Est-ce que je le mets à 500 000, à 100 000? Et vous réfléchissez. Et quand vous êtes en train de faire ça, vous faites un atelier constituant. Et si vous arrivez à entraîner votre collègue de travail, au lieu de parler de foot ou de recettes de cuisine, vous parlez de ça, vous êtes en train de faire un atelier constituant. Ça dure 10 minutes, c'est un atelier constituant. Vous ne mettez pas en tête de réunir 200 personnes pour faire un atelier. Ça peut être ultra léger et tous les jours. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on se transforme en constituant. Je pense que nous ne serons citoyens que quand nous serons constituants. Pour être citoyen, électeur, c'est enfant. Enfant politique, c'est quelqu'un qui n'a pas la parole, c'est quelqu'un qui a des maîtres et c'est tout. Et citoyen, c'est quelqu'un qui est autonome, il produit lui-même le droit auquel il consent à obéir. Et donc il faut être constituant pour ça. Si on démissionne de l'écriture du texte qui nous fait citoyens, on ne sera pas citoyen. On se paye de mots, on est dit citoyen, mais on n'est pas citoyen. Et donc, comment faire? En demandant à nos maîtres? Jamais de la vie. Ça ne marchera pas. En se battant sur les conséquences, sur le nucléaire, sur même sur la monnaie. Vous voyez, tout ça, et dans un contexte où nous n'avons pas de puissance politique, c'est voué à l'échec. Se battre sur les conséquences. Comme nous sommes impuissants politiquement, ça ne peut pas marcher. Ce qu'ils vont nous donner, c'est des faux semblants. Si les élus aujourd'hui nous donnent le revenu de base, ce sera un faux. Ce sera un faux, ce sera un truc à 200 ou 300 € et qui ne change pas les termes du chantage. Donc, prenant acte de ça, de la prison politique dans laquelle nous sommes. Prenant acte de ça, je dis, la priorité absolue et ce qui devrait polariser les humains en disant « Ok, on a compris maintenant ». Et il y a une conscience, il y a un moment où… C'est Victor Hugo qui disait il y a une idée dont l'heure est venue, rien n'arrête. Il suffit que nous orientons nos consciences vers… Non, on s'entraîne à écrire nous-mêmes le contrat social qu'on veut pour enfin sortir de cette impuissance qui nous empêche de résister aux injustices. Eh ben, ça peut advenir, mais encore faut-il s'en occuper. Voilà. Et alors donc après ça, c'est à vous de doser l'énergie que vous y mettez et ensuite le degré de contagion, comment vous allez arriver à entraîner 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et il ne faut pas que ça dépende de moi. Si vous ne faites ça que quand je suis là, c'est une mauvaise idée. Voilà, j'ai une idée à la con qui sera perdue, elle ne marchera pas. Et c'est à vous d'en faire quelque chose ou pas. Et vous allez probablement, et très certainement, trouver des mots qui ne me sont pas venus à l'idée, des idées auxquelles je n'ai pas pensé, des médias auxquels je n'ai pas pensé. Vous allez ajouter plein de force à cette idée, des initiatives, des trucs super pour que ce soit contagieux, que ça se répande. Mais gardez le cap. Il faut que nous écrivions nous-mêmes notre contrat social, qu'on l'écrive et qu'on le défende. Donc il faut qu'on s'entraîne à écrire notre constitution.
Je crois. Hein. Excusez-moi, je suis comme un ressort de rappel. Vous me dites, et si on faisait ça, il faut qu'on refasse ça. Et si on faisait ça, non, il faut qu'on écrive nous-mêmes. Atelier constituant, il faut qu'on s'entraîne. Je crois. Merci beaucoup, Étienne Chouard. Bon, il nous reste encore plein de choses à discuter, plein de débats. Ça s'arrête pas là parce que c'est juste le début, donc je vous invite à déjà écouter la suite et ensuite à vous rapprocher d'Étienne Chouard. En tout cas, moi, je vais me rapprocher de lui parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord. Alors, la plénière n'est pas terminée. Nous avons une seconde intervention. Alors, la question, c'est combien de personnes pensent venir demain à l'atelier constituant?